va vous proposer maintenant une séquence consacrée aux organisations matures et aux indicateurs d'impact. Depuis ce matin, on a évoqué les tensions sur les lits et les difficultés de parcours de patients, mais aussi les dispositifs mis en place pour mieux organiser les flux et coordonner donc les acteurs. La question qui se pose désormais est simple: comment mesurer l'impact réel de ces organisations? Quel indicateur permet de savoir si elles améliorent réellement la fluidité du parcours, l'accès aux soins et les conditions de travail des équipes? Vous avez compris que c'était difficile d'en mesurer les impacts réels, et je m'en suis en tout cas moi rendu compte en préparant cette journée de réflexion. Mais nous allons écouter maintenant 3 retours d'expérience de terrain portés par des professionnels qui ont déployer des dispositifs innovants dans leur établissement. Ils vont partager avec nous ce qui fonctionne, ce qui reste difficile et ce que leurs indicateurs leur apprennent sur l'impact réel des organisations qu'ils ont mises en place. Alors, vous pourrez évidemment leur poser toutes vos questions à l'issue de cette séquence. Ils vont être 3, dont un duo qu'on va découvrir en visio dans quelques instants. Je vais d'abord appeler à me rejoindre Catherine Legal, qui est médecin urgentiste responsable médicale des urgences du CH d'Argenteuil, qui nous rejoint. Florence, quand vous pouvez applaudir. Florence Dessart, qui est cadre de santé à la direction des organisations et des parcours du CH du Mans, qu'on peut également applaudir et qu'on remercie d'être avec nous. Et puis on devrait retrouver en visio dans quelques instants, on est en train de se connecter avec eux, Antoine Maisonneuve, qui est médecin urgentiste responsable médical des urgences au CH de Valenciennes, et Simon Raoult, directeur de la performance au CH de Valenciennes également. Bonjour messieurs, on vous salue, vous nous entendez bien? Oui, super, ils nous entendent bien. Alors, je suis... On vous entend bien. Voilà, mais on est ravis que vous soyez avec nous. Je voulais que vous vous connectiez maintenant pour pouvoir entendre les 2 autres témoignages, et je vous ferai intervenir ensuite, bien sûr, et participer à nos échanges avec la salle. Merci beaucoup, en tout cas, d'être en direct avec nous. Alors, vous allez avoir chacune 15 petites minutes, pas plus, s'il vous plaît, parce qu'on va déborder, pour nous présenter donc un peu tout ça. Et on va commencer par Florence Dessart, au CH du Mans. Dites-nous tout. Vous avez quelques slides, je crois. Alors, est-ce que vous avez la zapette? Elle est où, la zapette? Ah. Alors, on me dit que c'est Catherine qui commence. Oui, pardon, c'est Catherine Legal, dans l'ordre dans un petit peu de répit. Je vous laisse souffler. Par contre, je vous prends un peu au dépourvu. Ça marche. Ça marche? Ça marche très bien. Vous avez la zapette, on est parfait. Alors, on vous écoute. Merci pour cette invitation. Donc moi, je viens de Paris, enfin la région parisienne. Et je vais vous parler de mon expérience. Alors, mon expérience, je ne suis pas certaine qu'elle puisse être reproduite. Je suis assez d'accord. Les expériences, c'est territorial et ça marche avec les acteurs de terrain. Donc, il faut se les construire chacun dans son territoire en fonction de ses possibilités. Alors, pour avancer... quand j'ai commencé le diaporama, je me suis dit comment les urgences peuvent fonctionner et ne s'engorgent pas. Tout le monde est important dans ce... Le micro ici. Tout le monde est important. J'ai entendu différents acteurs. Le préhospitalier, les CPTS en construction, les SAS, la régulation, les urgentistes. Il ne faut pas qu'ils se dédouanent totalement. Je suis moi-même chef de service donc, des urgences, chef de pôle des soins non programmés et vice-présidente. Alors, on l'a appelé l'observatoire régional, non pas des urgences, mais des soins non programmés en Ile-de-France, parce qu'on est tellement intriqué, médecine générale, médecine d'urgence, qu'on est en complémentarité en permanence. Et ça revient à ce qu'on disait précédemment. Donc, les urgences ont elles-mêmes une responsabilité dans la fluidité. Et puis, quand on arrive sur l'aval, effectivement, là, on voit les cellules de bed manager. Alors, nous, on n'en a pas. Donc, quand j'ai fait mon indice de maturité du bed management, je ne suis pas bonne. Pourtant, quand je regarde des indicateurs durs, je ne régule pas l'entrée des urgences et je tiens à ne jamais les réguler. Je suis sûre qu'à la réponse à la question posée de la précarité, beaucoup de personnes arrivent aux urgences parce qu'ils sont largués dans le système de santé et que la régulation les mettra encore plus loin du soin alors qu'il faut plutôt aller au-devant et leur ouvrir la porte que la leur fermer. Je ne sais plus où j'en étais. Je n'ai pas de gestion des lits. Enfin, je n'ai pas de cellule de gestion des lits. Par contre, on a une politique de gestion des hospitalisations. Alors, on l'a essayé, la cellule de gestion des lits, et on est très vite rentré en conflit avec, effectivement, l'établissement. Ce qui fait qu'on l'a abandonné et on est parti sur tout à fait autre chose, et on l'a transformé en cellule de coordination ville-hôpital. Et
Quant à la gestion des lits, qui n'existe pas réellement, eh bien, on l'a en partie remplacée par une unité de médecine d'orientation, dont je vais vous parler, qui n'exclut pas une réflexion sur, alors le gros mot, les performances hospitalières, les taux d'hospitalisation, les IPDMS. Je suis désolée de le dire, mais si on veut que ce soit fluide, ça passe aussi par là. Et cette cellule de coordination, elle va aider à la gestion des urgences, à la ville, à l'hôpital, pour l'entrée, pour la sortie. Et elle va aussi aider à cette unité du MEDO. Donc je vais vous parler essentiellement de ces 3 choses qu'on a mis en place. Alors, la première, je ne vous en ai pas parlé, elle est un peu en marge de la discussion d'aujourd'hui, mais on a un centre de consultation non programmé parce qu'on avait un service qui était trop petit. Et donc beaucoup de malades, donc SIMU 4-5 à de faible gravité. On a un territoire qui est assez pauvre en médecins généralistes, c'est la grande périphérie parisienne, et donc des difficultés, y compris pour le SAS, à renvoyer ces malades. Et puis une grande partie des malades ne sont pas renvoyables pour des raisons d'ailleurs sociales. Ensuite, je vous parlerai de la cellule de coordination, de l'outil de coordination ville-hôpital, et donc voilà, pas de bed management, mais une cellule de coordination, et puis cette fameuse unité de médecine d'orientation, dont la particularité est de prendre les malades qui restent dans les couloirs des établissements. Ils sont médico-sociaux, plus sociaux que médicaux. Ils viennent souvent pour des difficultés liées à leur dépendance, qui est survenue brutalement après un problème médical tout bête. Et en fait, c'est les urgentistes qui s'en occupent. Alors, les urgentistes, en fait, nous sommes une équipe à 2 têtes. Il y a des urgentistes et des généralistes qui travaillent ensemble aux urgences et dans cette unité, et donc qui comprennent les problèmes des uns et des autres, et qui se sont mis d'accord pour travailler sur ces patients médico-sociaux avec toute une équipe. Et donc, finalement, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats ? Avant de rentrer un peu dans le détail, c'est que moi, mes urgences restent toujours ouvertes. Je n'ai jamais et je ne mettrai jamais de régulation à l'arrivée aux urgences, à moins d'un gros pépin de RH, mais pour le moment, ça ne s'est pas posé. Et pourtant, les RH sont compliqués. Mon deuxième objectif, et je suis désolée, là aussi, je pense qu'il faut des indicateurs d'organisation à un moment donné, se dire, bon, je ne ferme pas mes urgences. 2, je n'ai pas de malades qui restent dormir dans les couloirs. Je suis mon LBE, donc libre encart estimé. Je pense que vous connaissez tous cet indicateur. Alors, il est de 1 par jour, et c'est souvent pas par manque de lit, c'est parce qu'on ne peut pas monter un malade ou trop instable ou en fin de vie en pleine nuit à une équipe où il n'y a pas de médecin. En termes d'aval, depuis qu'on a ouvert l'UMEDO, qu'on a mis en place la cellule de coordination, c'était 2018, on est en 2026, nous n'avons plus déclenché un seul plan hôpital en tension. Donc, moi, puisqu'on parle d'indicateurs, je me suis fixé ces 4 indicateurs. Le premier, pas de régulation de l'accueil des urgences. Et là, c'est le centre de consultation non programmée qui nous aide quand même à libérer l'engorgement des urgences par des malades SIMU 4-5. On ne peut pas les réorienter vers la ville. Libre encart estimé, c'est l'UMEDO qui nous aide à positionner les malades dans des lits. Et l'UMEDO va prendre tous les malades médico-sociaux qu'on ne va pas au forceps pousser dans des services de spécialité avec les problématiques d'hébergement et de optimisation de la prise en charge. Donc on a appris à faire ça. Et enfin, pas de déclenchement d'hôpital en tension, ça veut donc dire pas de déprogrammation. On respecte les programmés, parce que je pense que c'est très difficile d'entendre pour un malade qui attendait sa chirurgie d'être déprogrammé la veille ou l'avant-veille, parce qu'il y a une situation sanitaire qui n'a rien d'exceptionnel, comme la grippe en hiver. Et je pense qu'il faut préserver le programmé. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il faut faire en sorte qu'ils marchent tous les deux sur leurs 2 jambes. Alors, si j'avais envie de prendre un aphorisme, je dirais qu'il faut avoir, quand on voit le tableau général avant, à la fois le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté pour avancer dans la gestion des lits et la gestion des hospitalisations, parce que c'est très compliqué. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'était pour vous dire, voilà, on est un territoire avec 250 000 habitants. On a un service d'urgence qui accueille 104 000 passages par an. Ce n'est pas un petit service, c'est pas Toulouse, mais une croissance d'activité qui a commencé à stagner, là, enfin, à ne plus croître, on va dire ça comme ça. Vous voyez, des densités médicales et paramédicales qui sont extrêmement faibles, y compris sur les infirmières libérales.
Vous verrez leur importance. Bon, le centre de consultation non programmée, juste, c'est un Algeco en face des urgences. Les patients SIM 4-5 médicaux qui n'ont pas les critères qui sont là, c'est pas de la fracture, c'est pas de la traumato, c'est pas une fièvre au retour d'un pays endémique pour le paludisme, il n'y a pas de critères de gravité, il n'est pas sous l'emprise de toxiques, il ne vient pas avec la police, sont réorientés. Et c'est notre équipe qui travaille dans cette structure. Avec, il n'y a pas de paramédicaux, c'est des consultations comme en cabinet de ville. Et ça permet de sortir, vous voyez, c'est la bande jaune, 22% des patients des urgences sans aucune difficulté, contrairement à la réorientation, qui est une autre option, mais que nous ne pouvons pas déployer sur notre établissement et qui correspond globalement à ce qui est publié. On dit que 20% des patients qui arrivent aux urgences relèvent de la médecine générale. En fait, quand on regarde de façon pragmatique, on en réoriente plutôt 5. Alors, en théorie 20, mais en réalité plutôt 5. Bon, des urgences, je parle de la réorientation des urgences. Alors le modèle 3, c'est celui qu'on a choisi de l'interaction aux urgences entre les urgentistes et la médecine générale. Vous voyez, il y a le modèle où on est tout mélangé, inside, là. Donc je ne l'ai pas inventé, ça c'est publié dans le BMJ il y a quelques années. Il y a le modèle parallèle, mais dans la structure d'urgence, ça c'est celui qu'on a abandonné parce qu'on avait des structures qui n'étaient pas faites pour recevoir autant de patients, construites architecturalement. Ensuite, il y a le modèle outside, mais on the site. Et ça, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que dans l'hôpital, il y a une réorientation vers une consultation de soins non programmés qui est ouverte de 9h à minuit et qui est tenue par l'équipe. Bon, les généralistes, les urgentistes y vont de temps en temps. C'est très facile à faire. Ça sécurise totalement le parcours. On n'a pas à perdre du temps à expliquer comment il faut y aller, où il faut aller, à quelle heure il faut aller. Bon, alors on va dire que ce n'est pas très éducatif et pédagogique pour les patients, mais de toute façon, on n'a pas d'alternative. Et enfin, le dernier modèle qui est préconisé plus largement, qui est de sortir les malades vers la médecine de ville. Nous, ce n'est pas possible, mais si c'est possible, moi, je n'y suis pas du tout opposée. Bon, voilà, donc tout ça, ça nous a fait de l'espace. Alors, ça ne règle pas le problème de... J'ai mis parce que c'était de circonstance, des patients à hospitaliser, qui est quand même le problème majeur des urgences. Alors, nous, je vous ai dit, on n'a pas de cellule de bed management. Mais on a une politique de gestion des hospitalisations. Alors, on l'a rédigée ensemble. On voulait que je fasse un thésaurus, nanana. On a plutôt fait une vraie politique de gestion des hospitalisations. On a un outil de gestion des lits qui est assez... Enfin, je veux dire, il n'est pas développé du tout, mais on a 4 fois par jour le tour des lits disponibles et on a obtenu le matin qu'on nous donne les lits prévisionnels disponibles. Qui fait ce tour? Alors, c'est un cadre de la direction pour le matin à 10h. Un cadre de la direction l'après-midi à 16h, le cadre de nuit à 19h qui nous donne le tour des lits disponibles et il le refait à 6h le matin. Donc on a ce tableau Excel qui nous est envoyé. Évidemment, ce n'est pas en temps réel, ce n'est pas parfait, mais bon, voilà, ça fonctionne. Tout ça pour dire qu'un outil de gestion des lits serait le bienvenu parce qu'il nous donnerait en temps réel effectivement les disponibilités, les sorties, éventuellement les programmations. Ça viendra, mais ce n'est pas encore actif. Outre ça, la politique de gestion des lits, c'est un peu la pression que les directeurs font sur l'usage effectivement des lits dans l'hôpital. Et là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la performance, les IP-DMS, les taux d'hospitalisation, les taux de bascule ambulatoire dans chacun des secteurs, la pertinence des hospitalisations. On fait régulièrement des EPP, d'évaluation de la pertinence, et on retrouve régulièrement des taux de non-pertinence encore. Voilà. Et puis, c'est la restructuration de l'hôpital. Et là, ça nous amène sur le troisième sujet que je vais aborder après. Alors là, c'était pour vous dire que j'ai regardé, donc, en termes de maturité, nous, on n'a pas de bed manager, on n'a pas réellement de pilotage. Par contre, on a des leviers internes, des leviers parcours et beaucoup de procédures. Et donc, c'est ça que je vais aborder dans le troisième volet, c'est cette unité de médecine d'orientation. Alors, juste pour vous l'expliquer, on est passé de 12 millions, pas nous, en France, de patients consultants aux urgences à 22 millions. Les urgences, en général, alors, il y a eu un vieillissement, ça a été dit, et ça va encore s'intensifier dans les années à venir. C'est un véritable enjeu. Nos structures d'urgence, elles ont peu bougé. On les reconstruit de temps en temps, mais enfin bon, voilà, donc elles sont un peu petites. On a des UHCD dans lesquels on met des malades en observation. Et puis, on avait des lits d'hospitalisation qui étaient nombreux. Je parle de la France, 240 000. Voilà. Et puis, on les a diminués, comme ça a été dit. On est passé à 180 000. On a basculé en ambulatoire une partie des hospitalisations parce que la médecine évolue. On a donc perdu cet aval et on a vu apparaître dans les couloirs un certain nombre de patients qui restaient dormir
Alors, quand on regarde le profil de ces patients, ils sont tous âgés, tous polypathologiques, et souvent, ils ont un problème essentiellement de dépendance, de perte d'autonomie et de maintien au domicile, soit transitoirement, soit même parfois définitivement acquis. Donc nous, on a demandé, et ça a été construit, et c'est pour ça que je vous dis, parfois la gestion des hospitalisations et des lits, ce sont des restructurations hospitalières importantes qui font qu'on va mettre des lits qui correspondent aux besoins de santé de la population, et ça, c'est propre à chaque territoire. Donc on a dit, nous les urgentistes, nous, plutôt que de s'en occuper dans le couloir, donnez-nous des lits parmi les lits de l'hôpital. Alors ça s'est fait parce qu'il y a eu des fermetures de lits, des bascules ambulatoires. On va s'occuper de ces malades dans de meilleures conditions. Et donc, plutôt que d'avoir des bed managers, on a une équipe médicale, paramédicale, c'est encore les urgences. On tourne des généralistes, des urgentistes qui œuvront sur cet espace. Donc, c'est 28 lits, en plus de nos 16 lits du HCD. Donc, on a un aval direct, ce que j'appelle le péri-urgence, de 44 places, ce qui nous permet pour l'UHCD de transitoirement garder quelques patients, mais vous voyez, on en rebascule 70% dans l'établissement, alors que l'Humédo, on n'en rebascule que 30%, et on est à la recherche d'une solution alors médico-sociale pour ces patients qui passe par des relations très étroites avec les SSR, les structures médico-sociales en général. Le DAC nous aide beaucoup. On a monté un dispositif article 51 qui s'appelle Vigiage, avec une surveillance par télémédecine des personnes âgées à la maison, ce qui est très, très intéressant, et en évaluation actuellement. Et puis on travaille beaucoup avec les infirmières libérales, parce que bien souvent, les patients ont besoin de nursing à la sortie, de matériel. Alors elles sont l'intermédiaire qui est entre elles et nous, ce sont souvent des prestataires. Et enfin, cette cellule de coordination ville-hôpital qui nous aide à repositionner les malades dans l'hôpital de façon programmée. Alors ça peut être en consulte, en HDJ, en hospitalisation, dans un deuxième temps. Alors la différence en termes de DMS, c'est que l'UHCD, c'est 24 heures. On se donne 3 jours pour faire une recherche de solutions médico-sociales adaptées aux patients et organiser un parcours de soins programmé. Donc on transforme le non programmé en programmé, et entre-temps, on met du médico-social. Et c'est toute la différence avec une unité de médecine d'aval, une unité de médecine interne ou une unité de médecine polyvalente, où ils ne font pas du tout le même travail que celui que nous faisons à l'Humédo, parce qu'en général, ils font tout d'un coup. Donc le malade va rester 8 à 10 jours, et ça, je vous le montrerai. Alors cet Humédo, il n'y a pas de sélection de patients, tout type, sauf les mineurs, les malades de soins critiques, évidemment, de réanimation. Ils sont très âgés, mais on prend aussi les malades plus jeunes. Ils sont médico-sociaux, et je mets sociaux, en gros, médical à côté. Le problème médical est souvent infime par rapport au problème social posé. Donc il faut des assistantes sociales, il faut une coordination ville-hôpital avec notamment les structures sociales. Et donc ça, c'est construit au fur et à mesure. Et donc c'est cette dichotomisation de la prise en charge des patients qui est innovante. Parce que l'Humédo ne fait pas de la médecine d'unité d'aval d'urgence ou de médecine polyvalente. Elle fait autre chose. Alors, évidemment, ça a été facilitateur de la gestion du flux des urgences. On fait sortir, grâce à la cellule de coordination, plus facilement les patients. On organise des parcours de soins après l'hospitalisation en Humédo. Ça absorbe mieux les flux des urgences, donc on n'a pas de stagnation des malades dans les urgences. Et c'est un véritable amortisseur entre le non programmé et l'hospitalisation. Donc on n'a jamais déclaré de tension hospitalière. Voilà. Alors, je pourrais vous en parler des heures. Ça prend 3 fois le volume de malades que prend une unité de 30 lits. Donc 28 lits, là je vous mettais le PMSI, c'est 3 fois plus de patients. Donc évidemment, si on faisait de la médecine comme dans une unité d'aval, il faudrait 3 services de 30 lits pour remplacer ce service de 28 lits. Donc c'est très efficient. Les malades sont mis dans des parcours de soins. Bon, je passe là-dessus. L'écueil, ça a été de faire accepter ça aux urgentistes. Et en fait, c'est parce que l'équipe est mixte que ça fonctionne bien. De trouver une assistance sociale et de trouver des paramédicaux qui soient intéressés par le projet. Parce qu'évidemment, c'est des malades qui sont très sociaux, très grabataires, très âgés. Et les infirmières préfèrent des malades plus légers, plus autonomes, plus techniques. Donc ça, c'est une des difficultés.
mais la nature du travail est totalement différente. Alors, je finis par la coordination. Qu'est-ce que c'est que cette cellule de coordination ? Alors, je vais passer là-dessus, c'est un peu du blabla, mais c'est vrai qu'on l'a dit, la segmentation de la ville, de l'hôpital, les indépendances du sanitaire, du social, la concurrence du privé, du public, tout ça, pour moi, c'est fini, quoi. Il faut qu'on travaille tous ensemble pour qu'il y ait une fluidité dans le système. Et donc, on est tous des structures de soins aujourd'hui coordonnées. Il faut donc s'approprier les outils. Et il y a des outils. Pour mettre en place cette coordination ville-hôpital, on nous a donné un outil. Le GRAD d'Île-de-France nous a donné Santélien. C'est la société Coexia qui l'a produite et construite avec nous et qui permet à tous les professionnels, ville comme hôpital, de se coordonner. Donc, ce n'est pas le DMP, ce n'est pas MS Santé. C'est un outil où on peut se parler, on peut échanger de la donnée médicale, où on peut se mettre des tâches, où on peut se mettre des rendez-vous, où on peut se mettre des messages, tout ça étant évidemment sécurisé. Et puis on a eu un financement par la CARU, qui est le financement des urgences, de 3 personnes qui sont donc là du lundi au vendredi et qui nous aident à gérer tout ça. Alors, pour revenir un peu en arrière, comment ça fonctionne ? Les urgentistes, ils ont tous un code sur cet outil Santélien. Dès qu'on veut des consultations post-urgence, des suivis post-urgence, des hospitalisations secondaires, des plateaux techniques, des soins en ville, une évaluation sociale au domicile, on a créé les filières et ils inscrivent sur le chat les coordonnées du patient. Dès le lendemain matin, le malade étant rentré au domicile, ça peut être des urgences ou du médo, les personnels de la cellule de coordination complètent le dossier intégralement, donc, et partagent la demande, la question, les objectifs, les soins, les ordonnances, de façon à ce que le professionnel de ville soit au courant. Alors ce professionnel peut être de ville, il peut être de l'hôpital. Donc toutes les équipes de l'hôpital ont accepté de jouer le jeu, de nous donner des accès rapides. Rapide, ça veut dire dans les 8 jours à une consultation, un hôpital de jour, voire même une hospitalisation qui devient programmée. Donc il faut patienter quelques jours avec des infirmières libérales et on peut faire passer au domicile donc, des assistantes sociales, le dispositif IGH dont je vous ai parlé. On se sert aussi d'ailleurs de cet outil de coordination pour des filières d'urgence. Par exemple, SOS Main travaille avec nous sur cet outil. Donc on a pas mal de filières qui se construisent comme ça. Rapidement, je vais conclure. On a des fiches types, on a des ordonnances types, on se passe les documents, on se met des tâches. Voilà toutes les filières qui ont été créées. Il y en a d'autres d'ailleurs depuis. Ça, c'est affiché dans toutes les urgences. Et donc, on construit à la carte finalement le parcours des patients. Qui est un parcours qui peut être d'hospitalisation en humédo puis social, ou qui peut être un parcours de retour à la maison avec une transformation d'un parcours non programmé en programmé. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on n'est pas en crise aux urgences, c'est une mutation du système, parce que c'est trop long pour une crise, ça fait trop d'années que ça dure. Il faut muter avec l'évolution du système de santé, avec l'évolution des besoins. C'est vrai que les malades sont plus vieux, plus polypathologiques, il y a moins de médecins, donc comme il y a moins de médecins, il faut faire autrement. Il faut vraiment se coordonner, je crois que c'est le nerf de la guerre, c'est de se coordonner tous ensemble. Et si j'avais un mot de la fin, c'est qu'effectivement, il faut inculquer la culture partout, à tous les soignants, quels que soient les professionnels de santé, la culture de la gestion de l'hospitalisation, la pertinence de l'hospitalisation, l'organisation des hospitalisations et l'évolution des pratiques. La chirurgie a basculé en ambulatoire, une partie de la médecine. Nous aussi, on doit transformer nos hospitalisations non programmées en du programmé. Moi, mon taux d'hospitalisation, alors ça ne veut rien dire, il faut plutôt regarder le BGML. Mon BGML, il est de 24 lits par jour. Mon taux d'hospitalisation, il est de 12%. Voilà, 12%. Si la moyenne de la France est à 20, vous voyez, 8 malades par jour. Si la DMS est de 8 jours, vous voyez le nombre de lits que ça représente et qui manque tous les jours. Donc, il faut avoir à l'œil cette pertinence d'hospitalisation et ces taux d'hospitalisation. Je vous remercie. Je n'ai qu'un mot à dire. Merci, docteur Catherine Le Gall, et bravo pour ce que vous avez mis en place. On va en parler, et bien sûr, vous pourrez échanger avec elle dans quelques instants. On va d'abord donner maintenant la parole à Florence de Sarthe, qui, elle, va nous parler du CH du Mans, qui, je crois, est le premier CH non-U de France en termes de volumétrie. C'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé ça. Oui, on est un des plus grands établissements, avec nos collègues de Valenciennes qui sont derrière l'écran. Oui.
Qui nous écoute et qu'on va retrouver dans quelques instants. Mais d'abord, c'est à vous. Donc, voilà. Nous, on va revenir sur un sujet effectivement plus conventionnel par rapport à la journée, puisqu'on va parler vraiment de cellules d'ordonnancement. Et du coup, je veux bien, si c'est possible, d'avoir les slides. Merci. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ouais, pardon, c'est à moi de... Je vais intervenir. Donc, pour recontextualiser aussi, pour vous parliez des dimensionnements des établissements, le CHM, donc c'est la partie de gauche où on a 1500 lits et places. Et du coup, dans notre environnement, on fait partie d'un GHT où on a 8 établissements qui sont sur la droite. Et depuis avril 2025, on a une direction commune sur les 6 établissements qui restent qui ont du MCO. Comment ça s'est constitué? Moi, j'avais besoin aussi de vous remettre un petit peu d'historique et du coup de faire du lien par rapport à tout ça. Nous, le projet date de 2014. Il y avait déjà des travaux engagés par une CADSUP à la direction des soins à l'époque. C'est un projet qui est institutionnel. Il y avait vraiment un engagement de la direction générale dès le début sur cette thématique et une structuration, organisation médico-soignante. Il y avait vraiment une participation des médecins et c'est ce que vous avez déjà largement évoqué ce matin sur le fait que cette communauté médicale doit être partie prenante pour que le projet soit mené à terme et qu'il fonctionne. C'était un rattachement en direction des soins dans un premier temps. C'est elle qui a géré aussi le déploiement de cette cellule d'ordonnancement, d'abord sur les flux non programmés, sur une année, puisqu'on a fait un déploiement d'abord sur des secteurs de médecine, puis sur le secteur de chirurgie et le pôle FME. Et donc, dès le début, on avait un outil de gestion de lit qui a été mis en place en 2015. On a évolué un petit peu, on a eu des restructurations, on a reconstruit un bâtiment, on a fait le virage ambulatoire, augmenter nos lits d'HDJ, réduit à ce moment-là aussi nos lits d'hospice complète. Et ça a été l'occasion en 2019 de travailler sur cette notion de parcours de flux. Et du coup, cette cellule d'ordonnancement est rattachée maintenant à une direction des parcours, alors qui change de nom de temps en temps, mais il y a toujours parcours d'intégrer dedans. Aujourd'hui, on est direction des organisations et des parcours. Et donc, cette idée de flux et de parcours, elle est portée aussi institutionnellement depuis cette période-là. Et ça, on se détache beaucoup de ce que vous évoquiez ce matin sur le fait qu'on n'est pas gestionnaire de lit, on ne parle pas de bed management à l'hôpital du Mans, on parle vraiment d'ordonnancement, de gestion de parcours. Du coup, 2019, on fait une centralisation d'une cellule de programmation des médecines de spécialité, puis de médecine polyvalente. On régule aussi un parcours de chirurgie aujourd'hui et on travaille beaucoup avec la radio interventionnelle. À ce moment-là, il y a aussi une décision au niveau du GHT de travailler sur l'ordonnancement territorial. Donc, on a eu un COSTRAT et du coup une validation du projet sur l'ensemble des établissements. Et donc, à cette occasion, l'équipe s'est vue agrandir un petit peu pour qu'on ait des horaires qui soient plus importants, puisqu'aujourd'hui, la cellule d'ordonnancement, elle travaille de 7h45 à 23h50 du lundi au vendredi et 8h-20h samedi, dimanche et jours fériés. En 2020, pour compléter un petit peu tout ça, donc notre construction, elle est un peu comme Castres, j'ai l'impression, voilà. Je me retrouvais dans tous ces Oui. éléments-là, en tout cas, que tout ne se fait pas en une seule fois, mais qu'effectivement, on avance petit à petit et qu'on upgrade le niveau de la cellule d'ordonnancement et qu'au-delà des flux non programmés qu'on gérait au départ. Donc, dès 2015-2016, question importante, c'est que, en tout cas, on a mis en place aussi les lignes d'avis médicales sur l'ensemble des spécialités de la chirurgie, puisque au-delà de gérer le flux des urgences, l'objectif était de faciliter les entrées via les entrées directes, donc de faciliter les entrées via la médecine de ville pour désengorger les urgences, premier motif, certes, mais aussi que le parcours du patient soit plus facile, plus lisible. Donc, cellule de programmation, ordo territorial, extension des horaires. Bon, on a travaillé sur les flux d'entrée, non programmés, programmés. Et du coup, la suite logique, c'est qu'est-ce qui se passe en sortie. Donc, la sortie, elle est gérée dans les unités de soins par les équipes médico-soignantes. Par contre, à un moment donné, on se retrouve avec un certain nombre de patients qui sont des séjours longs, qui sont des problématiques plutôt sociales que médicales. Et du coup, nous, on avait un dispositif dans les Pays de la Loire qui était le DCA. Pour les collègues de Vendée, ça leur parle encore, j'imagine. Et donc, ce dispositif, il s'est arrêté en décembre 2019.
Et donc, le CH du Mans a fait le choix de pérenniser cette organisation en créant une cellule de gestion d'aval, où du coup, là, on a aussi des professionnels infirmiers qui travaillent avec l'équipe du service social sur tous les patients qui sont étiquetés patients, nous on dit plutôt en situation complexe. Bref, tous ceux qui sont médicalement sortants, ceux que vous disiez, mais pour lesquels on n'a pas de lieu d'accueil, pas de lieu de sortie après l'hospitalisation. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on a développé nos relations avec le DAC. Nous, on fait des réunions toutes les 8 à 9 semaines pour évoquer vraiment chaque situation de patient complexe. Et en général, ce n'est pas nos personnes âgées qui nous posent des soucis et qui sont nos bed blockers, si on veut rester sur cette terminologie. Mais en tout cas, c'est les patients moins de 60 ans qui ont plutôt un profil Korsakoff, pour lesquels on n'a pas de place en médico-social sur le département, voire même sur la région. C'est un peu compliqué. Sur la France. On avait commencé avec un outil en 2015, on l'a changé en 2023 parce qu'effectivement, il n'était plus à la hauteur de nos attentes et ne répondait plus à notre besoin, notamment sur le fait de produire un peu plus d'indicateurs et d'être non pas des indicateurs de performance, donc vous allez être un peu déçus après, mais pas des indicateurs de performance de la cellule de redressement, mais plutôt des indicateurs pour le pilotage qui nous semblent donc plus intéressants. Et donc là, on avait besoin d'être un peu plus outillés que l'outil qu'on avait au préalable. Et c'est un outil, par contre, qu'on a travaillé en se disant qu'il doit se déployer sur l'ensemble des établissements du territoire. Quand je vous parle d'ordonnancement territorial, les premières phases ont été effectivement de rendre visible sur un outil commun avec les établissements publics-privés. Donc nous, on a utilisé un SharePoint parce que l'Aurore en Pays de la Loire, il n'est pas l'équivalent de ce que vous avez ici. Et on n'a pas une plateforme ORU qui nous permette d'avoir une dispoli aussi. Donc du coup, on a fait quelque chose plutôt de temporaire en se disant on va avoir un outil commun qui va nous permettre à un moment donné d'avoir un partage des lits vraiment en temps réel, en tout cas le plus en temps réel possible. Et du coup, 2023, on a aussi fait le choix dans notre évolution et dans notre maturité de se dire qu'est-ce qu'on peut encore gagner en termes de visibilité, de partage d'informations, de quelques secondes, minutes sur le parcours du patient pour essayer d'être le plus optimal possible. Et donc, on travaille sur une suite logicielle qui intègre du coup le brancardage interne, le retour à domicile, les transports externes, le bio-nettoyage et bien sûr le logiciel de gestion lit pour qu'il y ait une communication. Et tout ça est en cours depuis novembre 2025. On a déployé l'outil juste sur un établissement il y a 1 an et l'objectif, c'est que les 2 autres établissements le soient avant l'été. Et donc, on est de plus en plus ce partage sur le département en visibilité. Hop, les leviers d'amélioration. Ça reprend assez ce que vous avez déjà évoqué ce matin. En tout cas, dans ce qui nous semble indispensable, c'est cette structuration institutionnelle. Vraiment ce portage administratif, directeur et CME. L'implication médicale, alors nous, on a défini un thésaurus avant de mettre la cellule d'ordonnancement en route parce que notre process, il est aussi celui-ci, c'est que les urgentistes n'appellent plus leurs confrères, hormis les chirurgiens, pour le placement des patients. Alors, ils les appellent parce qu'ils ont un besoin d'avis, ils ont un besoin de consolider la prise en charge du patient aux urgences, mais ils n'appellent pas pour dire « est-ce que tu peux me le prendre ? Je te fais la présentation, oui, non, etc. » Plus de négociation. Ils appellent l'infirmière de la cellule d'ordonnancement et l'infirmière de la cellule. Du coup, elle s'appuie sur cette décision médicale, cet arbre décisionnel qui définit l'orientation sur plusieurs orientations, plusieurs unités possibles, suivant le motif. Un des éléments qui caractérise le CHM, c'est la confiance entre praticiens. Et en tout cas, c'est ce qu'on aime à redire. Et d'habitude, je fais la présentation soit avec un directeur, soit avec docteur Pantier. Et donc, c'est un des éléments qui renvoie, c'est qu'effectivement, on a eu un alignement des planètes aussi sur le fait que les médecins spécialistes, les chirurgiens, avaient confiance dans l'évaluation qui était faite par les urgentistes. Et du coup, il n'y avait pas de remise en question systématique de ce que l'urgentiste avait noté. Placement sans appel, je vous l'ai dit, une équipe d'infirmières expérimentées, pareil, je rejoins ce qui a été dit ce matin, des infirmières qui connaissent l'établissement, qui connaissent les parcours, qui ont différents profils. Nous, il y en a qui viennent de chir, de réa, de gériatrie, etc., pour avoir vraiment une grande complémentarité.
Je reviens sur les qualités que vous avez dites. La communication, la diplomatie, tout ça sont des éléments essentiels. Un élément qui a été évoqué aussi, l'intérêt à agir des praticiens. Pourquoi des médecins spécialistes acceptent de se dire finalement, j'accepte un placement des urgences sans que je sois contacté. Et ben, du coup, en même temps qu'on a développé la ligne d'avis et la programmation, on leur garantit que leur flux d'entrée hors urgence va être garanti, qu'ils vont avoir des patients de leur spécialité dans leur lit et qui ne vont pas avoir de patients orthosaurus. On parlait tout à l'heure du patient plutôt gériatrique qui arrive en cardiologie. Du coup, ça, c'est effectivement quelque chose qu'on essaye de garantir sur le fait d'avoir de la cardio en cardio. On a 10 ans d'expérience, donc on a fait une adaptation à la fois sur les différents dispositifs achetés, les lignes d'avis. Il y a eu des réorganisations médicales pour coller à toute cette organisation. Élément important, et c'est ce que peut-être l'élément essentiel que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, c'est qu'on a gardé les acquis de la crise Covid et que le management institutionnel, aujourd'hui, il est au-delà d'une cellule d'ordonnancement. La cellule d'ordonnancement, c'est un élément dans un système qui est beaucoup plus vaste. Et donc, ce management institutionnel, il est porté par l'ADOP, mais on a une réunion avec la DTRS tous les lundis pour faire le lien entre la ville et l'hôpital, le public et le privé. Et on a une réunion importante qui était celle de crise Covid le mercredi qu'on a gardée et qui fait la communication, le lien entre tous les pôles, puisqu'on a les chefs de service, on a les 4 sup, on a des directeurs des directions fonctionnelles, on a le DGA, on a un vice-président de CME. Donc il y a vraiment un échange, un partage d'informations à ce moment-là qui est important sur la notion de parcours et pas que sur la notion de capacitaire. On parle des RH, mais on parle du système au global et de voir ce qui peut être amélioré. Donc là, on utilise des indicateurs pour faire le rétexte de la semaine d'avant, mais de voir là où on peut encore améliorer les choses. La structuration DOP, je vous l'ai dit, c'est un truc important pour nous. L'échelle territoriale et puis le logiciel, je vous en ai parlé. Pour finir, les indicateurs. Merci. Le suivi de la DMS. Alors, on a parlé avec nos collègues de l'ANAP et de l'ARS sur l'intérêt. Est-ce que la DMS, finalement, est l'élément qui rend compte de la performance d'une cellule d'ordonnancement? Donc, la réponse est non. En tout cas, elle n'est pas unique. La cellule d'ordonnancement n'est pas seul contributeur à son évolution. Les pratiques médicales, c'est l'élément principal sur l'évolution de la DMS. Le codage en est un autre. Nous, on est en codage centralisé depuis quelques années. On a bien vu l'impact de cette centralisation et sur l'effet sur la DMS. Alors, je n'ai pas d'indicateur type ORU avec des stats, des pourcentages, etc. On a beaucoup d'indicateurs que l'on suit, mais qui sont du pilotage, mais pas forcément un indicateur d'impact sur la cellule. Un parcours efficient, patient plus efficient, c'est certain. Comment je vais vous le prouver, ça là. Une centralisation de l'information sur les flux, une prise de décision par anticipation, adaptation des RH. On est vraiment dans cette notion, et c'est un mot que vous avez évoqué ce matin. Et l'anticipation, c'est vraiment le maître mot de ce type d'organisation. Pour l'adaptation à la fois du programmé. Alors nous, on a sacralisé le programmé, on ne fait plus de déprogrammation. Ça nous arrive d'être en plan acheté à un niveau 4, mais en tout cas, la déprogrammation n'est plus un sujet. On va jouer sur d'autres leviers, notamment sur la régulation des entrées directes, par contre. Et puis, on a des listes surnuméraires qui sont aussi activées. L'intérêt, c'est un flux d'informations en temps réel, ça c'est clair. On fait des transferts vers les établissements périphériques depuis le SAU, directement dans les unités de médecine. Donc là, c'est le volet ordonnancement territorial. Là, on suit des stats sur ces sujets-là. La collaboration avec les établissements, SMR et MS, pour favoriser le parcours, mais on a aussi l'ESIAD, le DAC, CPTS. On travaille sur un sujet de responsabilité populationnelle aussi avec une CPTS de la Sarthe. Un élément important, en tout cas que les urgentistes nous renvoient, alors on est en sous-effectif sur les urgentistes et notre équipe n'est pas au complet, c'est une équipe territoriale maintenant. Et un élément de recrutement, c'est le fait de ne plus passer d'appel pour avoir à négocier avec ses collègues et de chercher des lits. Et en tout cas, ça c'est un élément important. On arrive à avoir des jeunes professionnels qui arrivent sur nos urgences. On considère tous les flux entrants, non programmés et programmés. Ça, c'est une garantie pour les spécialistes
aussi d'avoir des patients qui correspondent à leur objet de travail, en tout cas à ce qu'ils préfèrent faire. Et du coup, on a plutôt aussi un bon indicateur de satisfaction là-dessus. Élément important qu'on a tendance à oublier au bout de 10 ans aussi, c'est la réduction de l'interruption de tâches. Donc là, il y a des études qui ont été faites aussi, mais recentrer le soin pour les professionnels, enfin les recentrer sur le soin. En tout cas, ça, c'est des éléments importants. Non Et négligeable. voilà. Mais au bout de 10 ans, j'avoue que des indicateurs d'impact, on n'a pas forcément fait un avant-après. Il faudrait qu'on le refasse maintenant pour être encore plus objectif. Et pour répondre à des petites questions que j'ai notées de performance, on a eu un déclenchement de plan blanc sur un accident de car au mois de juin. Et en 20 minutes, on avait vidé nos urgences. Bravo. Donc collaboration, effectivement, ce n'est pas que la cellule de lancement, mais le fait d'avoir une visibilité des lits, de pouvoir voir où on retransfère les patients rapidement, éventuellement sur les autres établissements, on trouve que ça, c'est déjà une bonne satisfaction. Pour répondre au docteur Moureau, nous, en tout cas, on s'est servi aussi de ces chiffres, de ces statistiques, pour se dire, aujourd'hui, au vu du nombre d'hébergés depuis plusieurs années, notre problématique, elle est liée à notre capacitaire. Et que, du coup, dans le projet gériatrique, on ouvre 10 lits supplémentaires en septembre. Et donc, on a un autre projet d'ouverture de lits plutôt médico-chir sur de la programmation. Donc, oui, on en est à l'étape de réouvrir des lits. Après, on a plein d'indicateurs qu'on suit, mais voilà, ce n'est pas forcément, en tout cas, des indicateurs de performance qui sont importants. Le lien avec la DTRS, les projections, les rétextes capacitaires et la projection sur l'été, oui, on fait tout ça. Donc, on a de la donnée, mais on ne prend pas le temps, en fait, de la consolider et de la publier, mais on va essayer de s'y mettre sérieusement pour pouvoir répondre à votre question. En tout cas, bravo, c'est très inspirant là encore. Merci, merci à vous aussi, Florence. Alors, je ne vous cache pas que quand on a préparé cette séquence avec Laurie, moi, j'ai été très, très étonnée, sans oser forcément le dire avec un regard très extérieur, qu'en 2026, on n'ait pas parlé depuis ce matin d'IA, d'intelligence artificielle. Et on m'a parlé du CH de Valenciennes. Alors, je me suis dit, bon, alors c'est bien, on va les écouter aujourd'hui. On va les remercier d'être avec nous en visio, mais d'être avec nous. Antoine Maisonneuve, médecin urgentiste, responsable médical des urgences du CH de Valenciennes. Et Simon Raoult, merci beaucoup d'être avec nous. On vous a vu, on sait que vous êtes là. On va vous laisser le temps de dérouler votre présentation et nous parler de l'IA au service de la décision aux urgences et en aval. Et on en parlera ensuite avec vous. On vous écoute. Merci beaucoup. Vous nous entendez bien et vous voyez le diaporama? Parfaitement bien. Parfait. Eh bien, on va vous présenter les quelques diapositives avant d'échanger ensemble. Je laisse la parole au docteur Maisonneuve. Bien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc, l'objet, c'est de vous présenter aujourd'hui un petit peu ce qu'on a mis en place pour essayer de solutionner nos flux aux urgences et l'articulation avec les services et avec nos patients, la communication. Donc, un petit retour sur l'historique. On est rentré dans des locaux qui étaient nouveaux en 2009 avec 43 000 patients accueillis. Là, je fais que les urgences adultes. 43 000 urgences adultes par an. Et en 2025, on a une augmentation de 80% par rapport à 2009. On est à pratiquement 80 000 passages par an, qui représente 215 adultes par jour admis dans le service des urgences. Donc, au fil des ans, l'augmentation d'activité étant, on s'est organisé au niveau architectural, on a revu nos filières, nos parcours au sein du service, on a revu nos maquettes quotidiennes et on a également revu tout ce qui est organisation dans les secteurs des urgences. Donc, on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait, en sachant que, comme dans beaucoup d'endroits, on n'a pas la maquette pleine en termes de médecins urgentistes ni au niveau paramédicaux. Donc, on a un établissement qui est aussi établissement référent du GHT qui rassemble 10 établissements. Et donc, on accueille un quart des patients admis aux urgences de Valenciennes viennent d'un secteur qui bénéficie d'un service d'urgence et qui viennent chez nous.
Donc l'objectif, c'était se dire, travailler avec l'IA pour pouvoir prédire un petit peu les flux qui arrivent au niveau des urgences, parce que depuis quelques années, contrairement à ce qu'on a pu voir à l'hôpital d'Argenteuil, nous, on vivait régulièrement des situations d'hôpital en tension, avec des réunions qui étaient de plus en plus fréquentes, et c'était source de tension entre les urgences et les services d'aval. Donc, on voulait réduire absolument ces tensions. Donc, utiliser l'IA, c'était aussi prédire les flux pour pouvoir adapter nos ressources, médicales ou paramédicales, aux flux, dans un sens comme dans l'autre, mais il faut bien reconnaître que c'est souvent à la hausse plutôt qu'à la baisse. Prédire les hospitalisations et travailler pour ça avec la cellule de bed management qui est venue dans un deuxième temps. Et enfin, améliorer la communication avec les patients et leur entourage. Et puis, on en parlera juste après. Puis, améliorer la qualité de vie des soignants, médicaux et paramédicaux, en améliorant justement cette communication. Donc, qu'est-ce qu'on a développé? Alors, on a des écrans de pilotage. Donc, on a notamment un écran, comme vous pouvez le voir, j'espère, qui nous permet de prédire l'activité des urgences dans les 5 jours à venir. Alors, bien sûr, on sait tous qu'au niveau d'un service d'urgence, on aura une grosse activité le lundi, peut-être un petit peu moins le week-end et puis les jours de la semaine. Mais nous, on observe depuis quelques années que les jours, ce qu'on vivait avant, on ne le vit plus, c'est-à-dire qu'on a des gros mercredis, parfois des gros jeudis qu'on n'avait pas auparavant, et puis on a des pics, parfois certains lundis, au lieu d'avoir 20% d'augmentation d'activité par rapport à un jour moyen, on observe que parfois on peut monter jusqu'à 40% d'activité supplémentaire par rapport à la moyenne. Donc l'objectif, c'est d'anticiper et de s'organiser. Donc, on peut suivre aussi la prédiction du flux sur la journée en termes d'admission, en termes de patients présents au sein des urgences, en termes d'hospitalisation prévue dans la journée. Ça, c'est un outil plutôt managérial pour prévoir nos ressources. Mais on a aussi un outil, ce qu'on appelle la boussole, qui va nous permettre de voir, ça c'est ce qu'on a dans les secteurs de prise en charge au sein des urgences, de voir l'activité au jour le jour. Donc là, au moment de la copie d'écran, on avait un délai moyen de 24 minutes entre l'accueil du patient et son premier contact avec l'équipe soignante. On voyait le nombre de patients physiquement présents, les patients âgés, combien il y avait de patients âgés présents dans le service ou accueillis à cette heure-là, et puis les hospitalisations et les patients qui étaient en attente de transfert dans les services d'aval. On peut voir aussi que la prédiction des flux, ça nous permet de limiter les tensions et donc l'articulation avec le bed. Donc pour prendre le relais, c'est vrai que le projet à Valenciennes s'est construit avec une entreprise qui s'appelle Sania et qui développe l'outil qui s'appelle Sania qu'on a co-construit ensemble depuis 2019. Initialement, ça s'est fait en fonction du parcours aussi, donc en travaillant sur les prévisions de flux aux urgences, puis en travaillant sur les éléments plutôt de la suite, de l'hospitalisation et du parcours du patient en venant vers le bed management. Ça s'est fait en parallèle de la mise en place d'une cellule de bed management ici à Valenciennes. Les types d'écrans qu'on va pouvoir suivre et les données qu'on va avoir, c'est par exemple les disponibilités en lit en temps réel, donc ça c'est ce qu'on voit en haut à gauche. Ce que vous voyez en bas, c'est plutôt les patients qui vont être présents aux urgences et les prévisions d'une hospitalisation à venir ou pas et vers quel UF, donc vers quelle spécialité en termes d'orientation idéale. Et donc ça doit avoir le plus tôt possible dans le parcours du patient par rapport à son admission aux urgences. Et un troisième type d'écran qu'on a mis pour partager, c'est ce qu'on voit, celui plutôt à droite, là c'est la vue d'un secteur, d'un service, où là, en termes de gestion d'indicateurs importants, on va retrouver la DMS prévisionnelle pour chacun des patients, qui va permettre aussi d'avoir une meilleure anticipation sur les lits et les disponibilités en lit. Moi, ce que j'aime bien partager aussi, c'est qu'à partir des éléments qu'a présenté le docteur Maisonneuve tout à l'heure, c'est-à-dire les chiffres sur l'anticipation du flux aux urgences, à partir de ce qu'on a dans ces écrans-là du bed management sur la disponibilité en lit à un temps T, à un temps T plus 24 heures,
on a un score acheté qu'on a complètement revu il y a 2 ans maintenant, qui prend en compte ces différents indicateurs avec des seuils de scoring. Et donc, le score acheté, il est communiqué à tous les responsables médicaux et paramédicaux de l'établissement tous les jours. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'était assez important dans cette espèce de désenclavement qu'on peut avoir entre les urgences et le reste des services, puisque l'hospitalisation, elle se fait par la mobilisation de tout le monde. Et ce score acheté, il permet de communiquer de façon assez objectivée sur le niveau de tension qu'on connaît, soit en lien avec la disponibilité en lit, soit en lien avec le nombre de patients qui sont accueillis. Et donc, ça permet de mobiliser aussi des actions qui sont prévues dans le plan acheté, notamment comme ce qu'évoquait Le Mans tout à l'heure, le déclenchement de lits surnuméraires qui vont permettre de désengorger un peu les urgences et d'accueillir plus de patients dans un lit qui soit acceptable pour eux et d'éviter les lits brancards comme c'était mentionné. Alors, on a aussi utilisé cet outil pour améliorer la communication avec nos patients, avec les accompagnants. Alors, cet écran que vous avez en vidéo, là, c'est l'écran qui est disponible dans la salle d'attente pour les familles. C'est l'écran qui est également disponible sur le site de l'hôpital au niveau des urgences pour voir un petit peu l'activité en temps réel du service des urgences avec la durée moyenne du séjour aux urgences estimées et puis la prévision des 3 prochaines heures. Et puis il y a diverses informations, notamment en quoi consistent les grandes étapes d'un parcours au niveau des urgences. Et on a des messages qui peuvent passer pour informer les patients et leur entourage. Alors cet écran, on l'a mis en place il y a 1 an. Ça a permis d'améliorer la qualité de vie, notamment des soignants et surtout des administratifs à l'accueil, puisqu'il y a une nette diminution du nombre d'appels, de coups de fil téléphoniques passés au niveau de l'accueil et du service. Donc ça limite pour les soignants les interruptions de tâches et aussi pour les administratifs. On a une baisse du nombre de coups de fil passés qui varie en fonction des mois entre moins 2% à moins 10% de coups de fil. Et là, on est sur des volumes de plusieurs dizaines de milliers d'appels par mois. Dans la communication, on a aussi la prédiction du parcours patient, uniquement avec des tops horaires. Donc, en renseignant l'IEP, on peut y accéder avec un QR code. On peut renseigner l'IEP du patient ou de la personne que vous avez accompagnée aux urgences, ou même le patient peut consulter son parcours, il met sa date de naissance, son IEP, il valide les consignes pour le RGPD, et puis il a accès uniquement aux différentes étapes de son parcours patient, à savoir le début du parcours, le triage, l'examen clinique, radio, biologie s'il y en a, et puis le diagnostic et la fin du parcours. Donc ce qui est grisé, c'est ce qui est fait, et ce qui est en couleur, c'est les étapes à venir, avec toujours une estimation, une fourchette d'une demi-heure pour estimer la durée de son parcours. Tout ça, c'est une amélioration de notre communication. Et enfin, on a des outils pour nous, les statistiques au niveau des urgences, voir en fonction de la provenance des patients, les patients qui viennent des autres secteurs, combien il y en a, on regarde comment ils sont venus, comment ils repartent, est-ce qu'ils sont hospitalisés. On a plein de schémas comme ça pour suivre un petit peu nos flux. Et puis à droite, on a le BJML par spécialité ou par pour l'établissement, en fonction d'une période, soit c'est sur une année glissante, soit c'est sur 1 mois, soit c'est sur une année figée. Mais si vous voulez, donc ça, l'écueil qu'on peut avoir par contre, c'est que le BJML, on doit l'avoir, hein, comme tous les établissements. La difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que c'est l'utilisation par l'ensemble des collègues des services d'aval, la sous-utilisation du BJML qui permettrait d'anticiper les hébergements dans les services pour mettre le bon patient au bon endroit. Si on suivait ce BJML, on aurait moins d'hébergements et ce serait quand même un gros plus. Et ça, c'est un des écueils. Donc la prédiction du flux aux urgences, en fait, les gains, c'est surtout organisationnel, il ne faut pas se cacher. l'IA n'a d'intérêt évidemment que si elle améliore le service rendu, sans déshumaniser notre relation aux soins. Et puis le déploiement, ça a été un sujet de gouvernance et puis aussi de compétences, de formation et d'adhésion.
Voilà un petit peu, très rapidement, la présentation de l'outil qu'on utilise. Merci beaucoup, Antoine Maisonneuve et Simon Raoult. C'était très clair. C'était très clair, on vous a très bien entendu. Restez avec nous, on va prendre quelques questions. Alors, je ne crois pas vous avoir entendu dire, mais peut-être par modestie, que vous avez été le premier établissement hospitalier de France à faire appel à l'IA dans ce type d'organisation. C'est ce qu'on s'est dit quand on a préparé ensemble. Vous confirmez? Alors, depuis, il y en a qui l'ont fait, mais vous étiez les premiers. Oui, en 2019, oui, tout à fait. C'était innovant. Voilà. Après, maintenant, comme tout... En tout cas, voilà, vous êtes des pionniers dans le domaine et on vous remercie de nous avoir partagé cette expérience. On est un petit peu en retard, mais j'aimerais quand même qu'on prenne 3 questions max et on avancera ensuite. Mais ça me semble quand même intéressant que vous puissiez échanger sur les modèles qu'on vous a présentés, les organisations qu'on vous a présentées, qui sont des organisations matures, vous l'avez vu, hein, elles ont un peu de recul et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont pu nous donner quelques impacts et quelques informations sur l'impact de ces organisations. Donc, je vais retomber, hein, hop. Est-ce qu'il y a des questions où ils ont été assez point clair? Je suis sûre que vous êtes tous très admiratifs, en tout cas. On est d'accord. C'était quand même de très beaux exemples de ce qui se fait et qui marche. Allez, allons-y. Oui, juste pour une question pour Valenciennes, c'est la fiabilité des prédictions. La fiabilité des prédictions, parce que... Alors, une question pour vous, Valenciennes. Vous avez entendu la fiabilité des prédictions? Alors, oui, j'en ai pas parlé. Là, il y a aussi un écran pour suivre un petit peu les statistiques, la fiabilité. On est entre 91 et 94% de fiabilité en termes de prédiction, notamment à 48 heures. Parce que je ne l'ai pas dit, ce qu'on suit, j'en ai pas parlé, mais à 48 heures, je regarde avec l'équipe d'encadrement et puis mon staff les prédictions. Si jamais on a un seuil qui est au-delà de 20, en clair, si on est au-dessus de 245 passages, donc on va activer un renfort médical et puis un renfort paramédical. Alors le médical, c'est pas une astreinte, c'est sur la bonne volonté. Et puis le paramédical, c'est sur le volontariat avec une rémunération en heures supplémentaires, bien entendu. Ok, merci pour cette précision. Une autre question dans la salle? Oui, tout au fond, on vous écoute. Enfin, attendez, il nous faut un micro parce qu'ils ne vont pas vous entendre à Valenciennes. On court, si c'est à Valenciennes que vous posez la question, mais même si c'est... Bonjour. Est-ce que vous avez prévu une utilisation pour d'autres sujets ou d'autres éléments au niveau de l'établissement? Pour Valenciennes, toujours? Oui. Vous avez entendu Valenciennes? On a entendu, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous voulez dire l'utilisation de la prédiction des flux ou Non, de l'IA. De l'IA, l'utilisation de l'IA, de manière générale. L'IA, on l'utilise dans l'établissement, elle est utilisée, pas avec la même société, mais notamment en infectiologie pour le score sur le sepsis, pour checker un petit peu tous les patients qui ont un score à risque et ceux-là pour être plus attentifs. Elle est utilisée en radiologie aussi, comme dans beaucoup de centres, hein, pour une aide au diagnostic. Et puis on l'utilise aussi c'est en pharmacie, mais là je connais moins, donc je ne vais pas vous en parler. En pharmacie, c'est sur l'analyse de prescription pour identifier des risques iatrogènes, par exemple, et améliorer l'efficacité du contrôle pharmaceutique qui va être réalisé. Donc oui, on a énormément de projets d'IA. Il y en a une quinzaine à peu près en cours réel en utilisation aujourd'hui. D'accord, voilà pour la réponse. Merci Valenciennes. Une dernière question ou pas? Bon, je ne vais pas insister parce qu'on est en retard. On va vous remercier sincèrement, tous les 4. Catherine Le Gall, Florence de Sartre, Antoine Maisonneuve et Simon Raoult. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience très enrichissant. Et on vous souhaite à bientôt, Valenciennes. Et on vous souhaite évidemment de continuer. Au revoir à tous. Et on vous souhaite évidemment de poursuivre dans ce sens-là.